Ben, on va commencer tranquillement. Alors, bienvenue à tous à cette troisième présentation état d'avancement du projet où nous allons dévoiler le nom de notre outil de recherche. Euh, alors, mon nom est Muriel Rorive de l'équipe projet de la PPS et la présentation aujourd'hui se fera en deux parties. D'abord, le dévoilement du nom de l'outil de recherche du partenariat par David Fuenzalida de l'agence 288, suivi de Julie Tremblay de Virieux qui nous indiquera quelles sont les prochaines étapes dans le cadre du dévoilement de l'identité de l'outil de recherche, suivi par Loubna Gaouti, directrice de la bibliothèque de l'Université Laval, et Benoît Seguin, président du comité de pilotage PPS, qui vont dire un mot sur les artisans du projet. Et finalement, une séance de questions-réponses qui peuvent traiter autant du nom que du projet lui-même. Et je profite de l'occasion pour vous dire que si on n'a pas répondu à votre question, si on n'a pas fait un suivi à votre question le 21 avril dernier, on s'excuse. C'était parfois un peu compliqué de faire les suivis, mais à ce moment-là, on vous invite à nous écrire à l'adresse qui sera affichée sur la dernière diapositive de cette présentation. Et vos questions, vous pourrez les poser via l'icône QA ou QR de votre Zoom en français ou en anglais selon votre préférence. Et sachez que cette présentation va être enregistrée et déposée sur le site web du partenariat. Alors, sans plus tarder, voici le dévoilement du nom de l'outil de recherche. Sans presque plus tarder. Du Québec, votre nouvel outil de recherche. Ça, c'est nous, 288. À gauche, vous avez Julien, le designer dédié au projet. Au milieu, Rebecca, la gestionnaire du projet. Et à droite, c'est moi, David. Tous très heureux de collaborer avec l'équipe du comité image de marque et le sous-comité des bibliothèques du BCI. Au menu aujourd'hui, le dévoilement de l'identité nominale, donc le nouveau nom de votre outil. Mais avant le dévoilement, on voulait aussi vous présenter comment on s'est rendu à ce nom, sur quelle fondation on s'est basé et quels étaient nos critères de sélection. Comme certains d'entre vous ont pu le voir passer, on a commencé notre travail de recherche nominale avec un sondage distribué aux 18 universités. Un total de 103 répondants francophones et anglophones ont partagé leur avis sur leur outil de recherche actuel et les attributs qu'ils recherchent dans l'outil de recherche parfait. Ce qui a beaucoup simplifié notre travail, c'est que les réponses étaient unanimes. Les étudiants, les employés et le corps enseignant cherchent tous les mêmes attributs en priorité. Facilité d'utilisation, simplicité et efficacité. Ce sont donc ces trois attributs qui nous ont servi de fondation pour la suite du travail de recherche nominale. Un autre point très important qui est ressorti des 103 sondages est la définition de l'outil. On a pu voir que la majorité des utilisateurs voient l'outil comme un outil de recherche et non un outil de découverte. On voit ici une des citations ressorties des sondages. « Mon but n'est pas de découvrir, mais de trouver. Je veux trouver le document. » C'est également une information qu'on a gardée en tête pour le reste de l'exercice. Pour nourrir encore plus notre réflexion, le comité Images de marque nous a partagé plusieurs photos de vos bibliothèques où l'on voit un monde coloré, vivant et dynamique. Finalement, le CIM, en collaboration avec le sous-comité des bibliothèques du BCI, nous a aussi fourni un champ lexical de votre univers, de tout ce qui touche de près ou de loin à l'outil de recherche. Ce qui nous a permis de vraiment nous immerser dans votre monde et réaliser qu'il y a un côté très humain et émotionnel à votre offre. On voit ici des mots comme collaboration, soutien, aide, communauté, sharing, attentive, helpful. Toute cette information nous a été super utile pour vous proposer un nom qui colle vraiment à votre identité, à votre réalité.
Ce qui nous amène à voir quels sont les critères de sélection pour un bon nom. Voici 10 questions spécifiques à votre contexte qui ont aidé le CIM et le sous-comité des bibliothèques du BCI à choisir le nom parfait pour votre outil de recherche. Premièrement, est-ce que le nom est unique, donc pas associé à un autre outil de recherche ou à une application trop semblable pour votre clientèle cible? Est-ce que le nom est mémorable? Est-ce qu'il crée une forte première impression et est-ce qu'il est facile à se rappeler? Est-ce que le nom est significatif? Est-ce qu'il reflète votre offre et votre univers? Est-ce que le nom est bilingue? Comme il y a 3 universités anglophones qui font partie du réseau, on voulait s'assurer d'avoir un nom qui soit aussi fort en français qu'en anglais. Est-ce que le nom est libre de connotations négatives? Pour éviter tout risque réputationnel, on a été très sévère sur ce point. Est-ce que le nom est disponible ou utilisable, donc libre de toute marque de commerce déposée dans son industrie? Est-ce qu'on ressent les attributs définis ensemble, simplicité et efficacité? On veut que le nom dégage une certaine énergie, un ressenti. Est-ce que ce ressenti aide à véhiculer le sentiment de simplicité et d'efficacité? Est-ce que le nom est assez court? D'un point de vue technique, le logo sera affiché à côté du logo de votre université dans un espace restreint. On veut donc un nom court pour nous donner le plus de marge de manœuvre possible par la suite. Est-ce que le nom est différenciateur des autres modules? L'outil WorldCat propose plusieurs solutions et on veut que l'outil de recherche se distingue des autres modules. Finalement, en prenant en compte toutes les restrictions techniques, opérationnelles et politiques, en plus de la vision du partenariat et du BCI, est-ce que le nom répond aux objectifs? Maintenant qu'on a vu les fondations et les critères de sélection, on peut enfin passer au dévoilement de l'identité nominale de votre outil de recherche. Chez 288, on aime donner des titres à toutes nos propositions nominales. Dans le cas de votre outil de recherche, le titre est Sagesse et Savoir. En branding, la personnification d'une marque est une technique très efficace pour évoquer le côté humain et émotionnel. Un exemple très connu est celui de Siri, l'assistant personnel de Apple. IBM a récemment nommé son programme d'intelligence artificielle Watson. C'est aussi un super exemple de personnification. Watson est là pour vous aider à trouver la solution. Vous êtes Sherlock Holmes et Watson est votre assistant. Amazon a également nommé son assistant virtuel Alexa. Comme vous pouvez le voir, c'est une technique très répandue qui a fait ses preuves auprès des plus grandes compagnies du monde et de millions d'utilisateurs. On s'est donc demandé, et nous, si nous devions personnifier votre outil, quel prénom évoque les attributs de l'outil et de votre univers? On se rappelle que les attributs étaient facilité, efficacité et simplicité. Que votre univers est jeune, dynamique, émotionnel et coloré. Sans plus tarder, le nom de votre outil de recherche est Sophia. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné par le titre qu'on vous a partagé. Sophia vient du grec Sophia, qui signifie sagesse et savoir. Pourquoi Sophia est un bon nom pour vous? Par son étymologie super cohérente. Comme on l'a vu avec la personnification, Sophia évoque votre côté humain. Le nom est court, de 5 lettres. Le nom est bilingue, avec une connotation internationale. Par ses lettres S et F, qui sont des consonnes fricatives, Sophia dégage un sentiment de douceur. Vous remarquerez que ces mêmes sons sont présents dans les attributs facilité, efficacité et simplicité. Finalement, pour toutes ses qualités et son imagerie plus humaine, Sophia facilite l'appropriation du nouveau nom auprès de ses utilisateurs. Voici un aperçu de la présence de Sophia sur votre outil de recherche. Vous voyez que Sophia sera accompagnée du logo de votre université. Mon collègue Julien travaille d'ailleurs présentement sur le logo de Sophia pour lui donner une force encore plus grande et créer un effet mémorable auprès de tous ses utilisateurs. Merci de votre attention, longue vie à Sophia, et je vous laisse sur les prochaines étapes du projet. C'était donc le dévoilement par David Fuenzalida. Et maintenant, je cède la parole à Julie Tremblay de Virieux pour qu'elle nous explique les prochaines étapes dans l'identité de l'outil de recherche. Et merci Muriel de nous avoir ramenés dans la présentation.
Alors, c'est pas évident de passer d'une plateforme et d'un médium à l'autre en faisant des transitions bien ficelées. Donc, maintenant que vous savez le nom de l'outil de découverte, Sophia, je vous dis quelques mots sur les prochaines étapes par rapport à l'identité. Donc là, on a le nom maintenant. Il faut savoir le rédiger dans des textes sur vos sites web, dans les communications usagers. Alors, dès la fin de la présentation, je vais déposer sur le Google Drive du partenariat les normes de rédaction. Donc, ça va être un ajout à la fiche d'information que le GTCOM a déjà publiée. Alors, par exemple, c'est pour s'assurer qu'on met toujours la majuscule, qu'on écrit Sophia en caractère droit, pardon, et non pas italique ou gras, et qu'on Sophia est de genre masculin aussi, donc ce genre de caractéristiques. Ensuite, la semaine prochaine, donc le 15 juin, un autre ajout sera fait à cette fiche d'information. Donc, ça va être des indications pour vous permettre, si vous en avez besoin, de vous guider dans le paramétrage temporaire des aspects visuels de Discovery. Donc, c'est ça, parce que l'identité visuelle comme telle, elle va être livrée à la mi-juillet. Donc, ça, c'est la troisième étape. Alors, il y aura le logo, bien sûr, qui donnera lieu à un fichier image que vous pourrez intégrer dans la bannière de Discovery. Il y aura un guide de normes graphiques qui va contenir finalement toutes les indications, non pas temporaires, mais réelles, celles-là, pour paramétrer les aspects visuels de Discovery et utiliser l'identité Sophia dans d'autres communications également. Un autre livrable à la mi-juillet, c'est la page web d'information sur Sophia. Donc, c'est une page web consortiale. Donc, vous pourrez créer des liens pour vos usagers vers cette page-là. Et finalement, dernier livrable avant la rentrée, il y aura une vidéo promotionnelle sur Sophia, donc pour pouvoir présenter l'outil et son identité aux usagers. Et cette vidéo sera présentée ben voilà, avant la rentrée. Donc, c'était tout pour les prochaines étapes concernant l'outil de recherche. Sophia. Merci Julie. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions à ce stade-ci? Vous pourrez également poser des questions à la toute fin de la présentation. Ne pas me demander comment faire jouer par accident un autre YouTube, par contre, je ne vous le dirai pas. Et puisqu'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à... C'est Benoît qui va commencer la première partie de cette deuxième partie de la présentation. Oui, bonjour tout le monde. Alors, on voulait profiter du dévoilement du nom de l'outil de recherche pour témoigner de l'appréciation du comité des bibliothèques, du comité de pilotage pour tout le travail qui a été réalisé par les groupes de travail, les groupes de travail ad hoc, les coordonnateurs locaux et les équipes locales d'implantation. Alors, vous avez ici une vue schématique de notre organigramme de projet. Certains des groupes de travail vont poursuivre et d'autres vont probablement être transformés ou carrément prendront fin. Et par contre, on sait que malgré le fait qu'on aura déployé dans quelques semaines Workshare Management Services, communément appelé WMS, les coordonnateurs locaux vont continuer leur travail pour s'assurer d'une bonne coordination là, au niveau de notre partenariat. De même, on a un comité de suivi à l'implantation avec le fournisseur au CLC. C'est entendu que ce comité de suivi va mettre fin à ses activités là, dans les prochaines semaines. Alors, on va vous présenter pour chacun des groupes de travail les gens qui ont collaboré et vous faire part des réalisations qui ont été faites au cours des derniers mois par chacun de ces groupes. Alors, on va commencer avec le groupe Accès aux documents, dont la présidence a été assumée par Sarah Sanson. Lise Bourget de Polytechnique a aussi assumé là,
la présidence pendant 1 an, pendant le congé de maternité de Sarah. C'est un comité qui a été au travail dès le début du projet, un rythme de réunion très, très intense à une réunion par semaine, parfois davantage. Et le groupe a fait sien le principe des usagers au cœur des décisions. Donc, ils ont mis en place une série de mesures qui ont été avalisées par le sous-comité des bibliothèques. Alors, en termes d'harmonisation des politiques d'emprunt à l'échelle du partenariat des BUC, par exemple, on a maintenant 6 catégories d'usagers communes. La limite du nombre d'emprunts a été portée à 100. Le renouvellement automatique pour faciliter l'utilisation de nos collections, en assurer l'optimisation en termes d'utilisation. Le groupe a été très, très actif dans la production de documents, a produit quelques dizaines de documents et plusieurs de leurs recommandations ont été adoptées par le sous-comité des bibliothèques. Il y a eu aussi à travailler beaucoup au niveau du paramétrage qui représentait un défi en termes de complexité dans un contexte consortial comme le nôtre. Et peut-être certains d'entre vous ont déjà eu la chance de voir les capsules qui ont été produites par le groupe de travail au niveau de la formation. Plus d'une dizaine de capsules qui sont maintenant disponibles sur une chaîne YouTube. Donc, plusieurs membres du personnel qui travaillent au comptoir de prêt vont être sans doute appelés à apprécier grandement le travail qui a été réalisé par le groupe de travail. Deuxième groupe de travail, celui des collections. Alors, le groupe DCBU-PPS qui s'intéresse aux collections et aux acquisitions. Alors, la présidence a été assumée par Isabelle Dallaire de HEC et Chantal Saint-Louis a été la présidente précédente qui s'était beaucoup impliquée là, au niveau de l'appel d'offres. Le groupe de travail s'est beaucoup intéressé au processus, aux nouvelles possibilités offertes par WorldShare Management Services pour la gestion des ressources électroniques avec, entre autres, le module License Manager et la base de connaissances qui sont des compléments au module d'acquisition comme tel. Et le groupe a aussi veillé avec l'équipe du BCI à l'implantation d'un logiciel en info nuagique qui s'appelle Consortium Manager pour la gestion des achats en commun. Alors, déjà, le module acquisition de WMS est opérationnel. Plusieurs bibliothèques s'en servent et il en va de même pour Consortium Manager qui a été déployé le 6 mai dernier. Alors, c'est sans doute pour le personnel aux acquisitions des gros changements avec une bien meilleure intégration en termes de fonctionnalité par rapport à l'environnement dont vous disposiez auparavant. Groupe suivant, le groupe description métadonnées, groupe qui est appelé à être remplacé par le nouveau groupe de travail sur le traitement des ressources documentaires qui aura sa première réunion la semaine prochaine. Alors, le groupe a été très impliqué dans la définition des besoins au niveau de l'appel d'offres. Était amené aussi à adopter une approche commune dans un contexte d'un méga catalogue comme WorldCat, qui se traduit souvent par des deuils, parce que forcément, on travaille ensemble, on perd un peu d'autonomie. Parfois, notre information locale devient inutilisable ou moins apparente dans un contexte comme celui-là. Alors, le groupe a travaillé sur l'harmonisation des pratiques et travaille à se donner des règles consortiales de traitement. Le groupe a aussi été actif avec la mise en place du programme francophone des autorités de nom avec Bibliothèque et Archives Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, les bibliothèques universitaires québécoises vont travailler conjointement avec les 2 bibliothèques nationales pour alimenter un fichier d'autorité de nom à l'échelle nationale.
Groupe suivant, outils de découverte et expérience usagée. La présidence a été assumée par François-Xavier Paré. Alors, le groupe a travaillé sur la configuration de l'outil de recherche Discovery, qui va dorénavant être connu sous le nom de SOFIA. Donc, pour faciliter le travail dans chacun des établissements et harmoniser aussi l'approche le plus possible pour faciliter la vie à nos usagers. Le groupe a aussi proposé l'adoption d'une identité commune pour l'outil de découverte au sein du partenariat. Et aujourd'hui, vous avez le résultat de cette identité avec SOFIA. Le groupe a également travaillé à la réalisation d'un guide de l'utilisateur qui va être disponible sous peu en français et en anglais. Et ceux qui ont participé la semaine dernière à la session questions-réponses sur l'outil de découverte ont pu apprécier l'expertise du groupe de travail. Il y avait une centaine de participants à cette session questions-réponses. Le groupe technologie, dont la présidence est assumée par Martin Sévigny, le groupe a travaillé notamment à la réalisation d'une trousse d'informations partenariales destinée au personnel des services technologie dans chacune de nos universités, notamment pour le volet authentification et pour le volet transfert des dossiers d'usagers. Le groupe a aussi travaillé sur un dossier de paiement en ligne. Au moment présent, seules 2 universités offrent cette fonctionnalité, l'Université de Montréal, l'Université Laval. Dans quelques semaines, c'est l'ensemble des universités qui vont pouvoir offrir à leurs usagers branchés de payer leurs amendes via cette nouvelle fonction. Le groupe a aussi proposé des solutions pour assurer la continuité opérationnelle de certains services, par exemple au niveau du proxy, serveur mandataire, les listes A à Z qui devaient être remplacées autrement et la réservation des salles. Le groupe va aussi s'intéresser aux passerelles pour que WMS puisse interagir avec d'autres services en périphérie dans chacun de nos établissements. Et c'est le groupe technologie qui sert d'interface, si on veut, avec les services technologiques de chacune de nos universités. Martin Sévigny est notre représentant pour dialoguer avec le groupe REDIeux, qui est le regroupement des dirigeants de l'information des universités du Québec. Donc, on les tient régulièrement informés des progrès de notre projet. Le groupe communication, dont la présidence est assumée par Muriel, alors c'est le groupe qui valide l'ensemble des communications au partenariat. Ce sont les notes personnalisées qui sont préparées pour les directrices, directeurs, les notes comme celle qui va être disponible d'ici demain pour annoncer le nouveau nom de l'outil de recherche. C'est le groupe également qui fait la validation d'un certain nombre de documents au niveau du partenariat. Je pense entre autres au guide de l'utilisateur, à la page web consortiale pour l'outil de recherche. Le groupe de la formation, de la coordination de la formation, dont la présidence est assurée par Christine Smith, c'est le groupe qui a organisé, planifié la tenue des différents blocs de formation destinés aux formateurs. Le premier s'est tenu en mode présentiel pour les modules acquisition et catalogage. Avec la COVID, on a été obligé de s'adapter rapidement et on a préparé un deuxième bloc pour les modules circulation et l'outil de recherche qui s'est tenu en avril. Et le dernier bloc de formation se tiendra au début de l'automne.
c'est pour le module Analytics, le module qui permet de générer des rapports de toutes sortes. Le groupe de conversion de données, c'est dont la responsabilité est à François de Charbonnier, qui est notre gestionnaire de produits. C'est un groupe qui a été très, très actif dès le démarrage du projet avec un défi colossal, soit celui de migrer l'ensemble de nos données dans l'environnement WMS. Alors, vous rappelez quand même qu'il y avait 10 plateformes pour nos 18 établissements et donc chacun des regroupements ou universités était représenté au sein du groupe. Alors, le groupe sur les renseignements personnels qui a vu le jour il y a quelques mois, son mandat, c'est de s'assurer du suivi des dossiers liés à la question des renseignements personnels, autant dans WMS que dans notre futur système de prendre bibliothèque TIPASA. Donc, le groupe a notamment proposé un formulaire d'engagement de confidentialité harmonisée, un formulaire aussi au niveau des formulaires d'engagement, oui, d'engagement de confidentialité, je m'excuse, concerne aussi un formulaire pour le partage des renseignements pour les catégories d'usagers autres que la communauté universitaire et a aussi le mandat de recommander des bonnes pratiques pour le contenu des dossiers d'usagers. Je pense notamment à un calendrier de conservation de données ou s'assurer d'anonymiser certains rapports pour éviter que des données personnelles puissent être partagées. Alors, le groupe TIPASA, dont la responsabilité était incombée à Ève-Marie Houillou. Alors, ce groupe-là a notamment comme responsabilité de s'assurer un arrimage entre notre logiciel de prendre bibliothèque VDX et WMS. Alors, s'assurer que tout ça soit fluide et veillera aussi à l'implantation de TIPASA qui est prévue en 2021-2022. Et au cours de l'année 2020-2021, il y a 3 établissements qui vont servir de pilote et s'assurer aussi du développement de certaines fonctionnalités pour répondre à nos besoins. Donc, ces établissements sont HEC, Polytechnique et l'UQTR. Alors, le groupe ADOC, développement bilinguisme, de fait, vous dire que c'en est un, c'est un qu'on a créé rapidement, mais il va avoir aussi au cours des prochaines semaines plusieurs autres petites entités qui vont travailler à la validation et au test de nouvelles fonctionnalités qui sont développées par OCLC qui avaient été identifiées dans notre appel d'offres. Dans le cas du groupe ADOC sur développement de bilinguisme, je vous rappelle que c'était au cœur de notre appel d'offres, veiller à ce que les requêtes de nos usagers puissent être traduites à la volée, donc autant du côté francophone qu'anglophone, pour assurer un repérage élargi, sans contrainte de langue. Et donc, différents spécialistes, autant du côté usager que du côté traitement, sont mis à contribution pour ce développement. Enfin, le groupe ADOC sur le moissonnage Bibliothèque et Archives Canada, il faut savoir que dans WorldCat, les données relatives à nos thèses et nos mémoires sont incomplètes. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir été alimenté par nos catalogues, ça a été alimenté à partir des données qui ont été moissonnées par Bibliothèque et Archives Canada. Donc, le groupe
va s'assurer de trouver des solutions à cette problématique-là, notamment, et voir un envoi dans WorldCat éventuellement de nos propres données et faire une correction peut-être rétrospective des données en lien avec nos thèses et nos mémoires. Et le groupe ad hoc sur l'identité de marque, c'est un groupe qui a été créé tout récemment, constitué majoritairement de directrices de bibliothèques. Donc, c'est le groupe qui travaille conjointement avec la firme 288 pour la livraison des différents livrables sur lesquels on s'est entendu. Donc, le premier, c'était l'identité nominative avec Sophia, le suivant dont Julie a parlé tantôt, l'identité visuelle et éventuellement la production d'un vidéo promotionnel et de certains éléments infographiques pour la page web consortiale de l'outil de recherche Sophia. Merci Benoît. Je passe maintenant la parole à Lumna. Alors, un grand merci, Benoît. Comme je le disais ce matin, toujours un très grand plaisir et je dirais plus un sentiment de fierté, un sentiment d'émerveillement de voir combien de travail a été. Ça prend peut-être 20 minutes pour citer les principaux dossiers qui ont été abattus par les groupes de travail, par la structure, mais c'est incroyable le travail qui a été mis dans tous ces livrables-là et toutes les forces vives qui ont dû travailler pour y arriver. Donc oui, c'est vrai, on est à presque le jour J pour beaucoup d'entre nous. C'est important pour nous à cette étape-ci de reconnaître, de souligner le travail, avoir un témoignage pour le travail de l'équipe de soutien partenarial. Vous la connaissez probablement tous. Vous avez probablement reçu des courriels, vous avez reçu soit travaillé avec eux directement, vous avez vu leur nom passer dans des présentations. Mais on a besoin de mettre un visage sur cette équipe-là. On l'a déjà fait, mais quand même, je tiens à souligner l'apport et la prestation de cette équipe extraordinaire que c'est cette équipe de soutien partenarial qu'on a montée ensemble et à travers les 2 dernières années. Une équipe projet qui fait présentement partie et désormais de la vie du partenariat, de la grande famille des bibliothèques universitaires. Nous avons appris à les côtoyer les 2 dernières années et nous allons continuer à les côtoyer encore la prochaine année. Donc, une grande fierté d'avoir cette équipe qui nous a accompagnés à travers les bons, les mauvais, les plus difficiles et les moments qu'on a eus. Donc, je souligne et je remercie du fond du cœur notre chargé de projet qui a commencé avec les premières bribes il y a de quelques années avec nous. Donc, il était seul. L'équipe projet, c'était lui pendant plusieurs mois avant que ne se joignent d'autres forces à l'équipe. Donc, Roger, chargé de projet, donc un leadership incroyable, un chef d'orchestre. Il a mené l'équipe d'une main de maître. Un grand merci personnellement et au nom des collègues du sous-comité et des bibliothèques universitaires, Roger, pour tout le travail qui a été fait. Il a monté une équipe, comme j'ai dit, extraordinaire. Luc Bissonnette, qui était déjà là, chargé de projet Système Colombo, qui a travaillé avec nous depuis la dernière année sur le système VDX et bien sûr le transfert qui va venir pour le nouveau système de prêt entre bibliothèques. François Charbonnier, l'architecte du produit, le gestionnaire du produit, la personne derrière WMS consortial. Heureusement qu'on avait quelqu'un pour nous structurer, expert, une personne que tout le monde a appris à apprécier à travers la dernière année. Arnald Desrochers, chargé de projet également, avec qui on travaille, on est habitué, on travaillait depuis déjà quelques années pour les achats en commun et qui soutient, bien sûr, travaille sur le dossier Consortium Manager avec des CBU, notamment pour les achats en commun.
Émilie Ernoux, coordonnatrice à l'implantation des projets, qui met sa main pas mal dans beaucoup de choses présentement. Muriel, que vous connaissez probablement pas mal tous parce qu'elle est très présente localement, un peu avec avec le travail qu'elle fait avec quand même aussi pour soutenir le niveau local en termes de gestion de changement, communication et formation. Merci Muriel. On va y aller. Jean-Pierre Roy, que vous connaissez peut-être un peu moins, chargé de recherche, qui a beaucoup soutenu les derniers mois, GTAD, qui a travaillé notamment sur l'harmonisation des pratiques spécifiquement. Sonia, Sonia n'est plus à présenter, ça fait des années, je ne dirais pas le nombre d'années, ça va nous vieillir, Sonia, chargée de recherche pour le BCI, qui soutient régulièrement et depuis des années le sous-comité des bibliothèques. Benoît Séguin, l'expert conseil, le stratège, la personne qui doit être là dans les petits, les grands, n'importe quel moment. Je pense qu'on a besoin de sa mémoire collective et de son travail. Merci Benoît de nous accompagner encore dans cette aventure. Julie Tremblay-Deverieux, qui est coordonnatrice à l'implantation, qui a pris éventuellement effectivement le dossier de l'identité visuelle de marque, donc nom, logo, tout ça. On l'a entendu tout à l'heure, donc de mettre également. Sophie Valentin, si on veut que tout soit contrôlé, coordonné au millimètre près, c'est avec elle qu'on fait affaire. Merci Sophie depuis le début également avec François et Roger. Nadia Zurek, qui vient de rentrer aussi dernièrement, donc bibliothécaire, pour soutenir davantage Arnald pour les achats en commun et d'autres dossiers éventuellement également pour le projet PPS. Donc, une capacité d'adaptation depuis qu'ils sont arrivés à travailler avec 18 bibliothèques universitaires hors normes, grande flexibilité, grande agilité, mais avec une rigueur et une structure qui était nécessaire. Une équipe sincèrement qui a été constituée et qui fait la fierté du partenariat et qu'on souhaite garder et travailler encore avec vous pour longtemps. Un grand merci. Bien sûr, on a une équipe projet consortiale, mais le travail ne peut pas se faire consortialement uniquement. Si on a réussi à travers cette aventure-là, si le bateau est presque arrivé à bord, je dis presque parce qu'on est encore un peu de fébrilité, il reste quelques jours pour les premiers qui vont implanter, qui vont déployer, c'est parce qu'on avait des équipes locales qui nous ont suivis. Il y avait des équipes locales qui ont fait confiance en le consortium et qui ont fait confiance en des décisions qui, des fois, sont prises hors de leur mur. Et cette confiance, cette collaboration-là et cette ouverture-là, il a été énormément pour rallier 18 universités, rallier 1300 employés, rallier un service 1300 employés pour desservir 300 000 étudiants, 300 000 personnes de la communauté. Et ça ne pouvait pas se faire sans l'adhésion, l'implication et l'ouverture des équipes locales dans tous les établissements. Pourquoi on parle d'équipe locale aussi? S'il faut se parler entre équipe locale et équipe consortiale, ça nous prenait un maillon fondamental dans cette structure qui sont nos coordonnateurs locaux. Donc, 18 coordonnateurs locaux. C'est bien ça, on avait 18, là j'ai un peu, c'est bien 18, c'est pas 17. 18 coordonnateurs locaux qui ont été garants de la réussite et du déploiement de la déclinaison de nos projets dans nos établissements. Un rôle qui n'est pas facile, un rôle qui est très difficile à bien des moments parce qu'il se retrouve entre un sous-comité et une structure consortiale, oui, qui a souvent en tête la pression locale qu'on peut avoir, les besoins locaux, mais quand même, et qui doit venir au niveau local et nos établissements pour convaincre, pour expliquer, pour coordonner et rallier les expertises locales aux décisions et intégrer ça dans la structure de projet opérationnel de chacun des établissements. Donc, je tenais à les remercier puis à les féliciter et leur dire qu'on a encore besoin d'eux pour le partenariat. Pierre No, UQAM, président du DCL, Thomas Aubert, UQAR, Patrick Fizet, UQTR, Carole Paradis, Université de Montréal, Martin Poirier, Université de Sherbrooke, Aladin Raja, Laval, Jean-Daniel Bourgault, INRS, Christine Chahal, Polytechnique, Cynthia Delabio, HEC, Marie-Josée Drolet, TELUC, Mylène Lalonde, TELUC, Gaston Fournier, ETS, Karine Lamontagne, ENAP, Lana Monger, UQAC, Pat Riva, Concordia, Nicolas Savard, UCO, Lauren Smith, Bishop, Camille Toupin-Lefebvre, UQAT,
Carole Urbain McGill et Azar Younes pour l'ENAP. Merci encore une autre fois, puis bravo pour tout le travail qui a été fait depuis la dernière année. Et je vous dirais que si on a réussi le mot fort de notre partenariat, il y a plein de mots forts, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup de principes, on en a mis beaucoup pour pouvoir réussir, pour y arriver, mais la collaboration a été au centre de tous nos échanges, de nos structures, de nos discussions, de nos rencontres, cette image est parlante, cette image est exceptionnelle parce que c'est l'image qui nous a, à partir de laquelle on est parti, puis on dit le c'est lancé, le partenariat est lancé, puis on était ensemble, un bon nombre de personnes pour démarrer ce partenariat dans un esprit de réflexion au cours d'un premier atelier. C'est sûr que c'est une belle vue pré-COVID on est collé, il n'y a pas de distanciation physique, il n'y a pas de distanciation sociale, on est bien, on est collé, la relation humaine est là, puis on n'a pas peur du virus. Puis je vous dirais que ça nous manque, je parlerai pour moi-même, mais ça nous manque quand même cet esprit de proximité. Ceci dit, on s'en est quand même bien sorti à travers la COVID parce qu'on a gardé cet esprit de proximité. Comment? À travers nos écrans. Mais à travers nos écrans, nous avons réussi quand même à emmener ce bateau à bon port, qui est lourd quand même, à l'emmener à bon port et à travailler. C'est sûr que la persévérance, la volonté a encore été là. Nous étions déjà, on travaillait quand même beaucoup à distance, mais ça nous a aidés. Peut-être distanciation physique, mais il n'y a pas de distanciation sociale. Regardez le nombre d'icônes qu'on a, de photos qu'on a là-dedans, le nombre de personnes que j'ai nommées, le nombre de personnes que Benoît a nommées. Donc, encore une autre fois, voici notre collaboration qui a fonctionné, qui réussit encore et continuera même dans la post-COVID, dans la situation COVID. Mais j'aimerais bien et je souhaite qu'un jour, on revienne quand même à la proximité sociale et physique qu'on avait avant et qu'on puisse célébrer autour d'un verre. Pour terminer, je dirais longue vie au partenariat, longue vie aux bibliothèques universitaires et longue vie à Sophia. Merci beaucoup, Lumna. Merci beaucoup, Benoît. C'est vrai que c'est impressionnant de voir décrit en quelques minutes finalement le sprint marathon de la dernière année, bien que pour certains, ça a commencé bien avant la dernière année. Mais wow, moi aussi, je suis très fière de faire partie de cette équipe.